Good Morning Business. Business Plan. Avec la tempête qui s'est abattue sur le nord-ouest de la France hier, les entreprises ont aussi dû s'organiser pour limiter les dégâts, protéger les biens, les personnels. Nous sommes en ligne ce matin depuis sa cellule de crise à Vannes avec vous, Vincent Ballouet. Bonjour, merci d'être sur BFM Business RMC Découverte. Vous êtes le fondateur de Maîtrise des crises, spécialiste des analyses et des recommandations en gestion de crise à destination des entreprises. Vous accompagnez jusqu'à 700 professionnels qui vous sollicitent, on l'imagine bien en ce moment. Quelle est la situation pour les boîtes que vous accompagnez là au lendemain de la crise? Alors les boîtes que nous accompagnons, comme vous dites, c'est plutôt des grandes entreprises ou des gens qui sont assez structurés autour de l'anticipation. Donc il y a du monde dans la caserne, si vous voulez. C'est pas les gens qu'on a en face de nous, c'est pas tout à fait les professionnels, les commerçants, les artisans. Donc c'est plutôt les grands. Et les grands, leur métier, c'est de faire tourner leur entreprise et d'avoir des gens qui s'occupent un petit peu des catastrophes. On appelle ça des responsables PCA. Sauf qu'ils ont le nez dans le guidon et ils ne voient pas toujours venir ni sur les cartes météo, ni sur les cartes cyber, ni sur les cartes Covid ou tout ce que vous voulez, les scénarios un peu compliqués qui arrivent. Donc, notre métier, c'est de les anticiper et de leur ouvrir l'œil au moment où ça arrive. Alors à l'heure où je vous parle, tout est en train un peu de rentrer dans l'ordre. Il y a eu quand même beaucoup de pannes électriques dans l'Ouest en particulier. Je ne vous cache pas qu'on a l'œil rivé sur les 2 épisodes tempête qui arrivent. L'un pour demain, l'un pour la semaine prochaine dans le sud-ouest. Donc on va regarder comment ça se passe. Mais en gros, la situation est quand même sous contrôle et l'impact sur l'économie générale du pays ne devrait pas être majeur. Là, sur les 2 sortes de répliques qu'il pourrait y avoir dans les jours à venir, avec un système qui est déjà fragilisé, qu'est-ce que vous dites à vos clients? Vous leur faites des scénarios, s'il y a coupure d'électricité pendant 2 jours, voilà ce qu'il faut faire. Comment ça marche? Alors ça, on fait d'abord des hypothèses techniques, comme vous venez de le dire. C'est-à-dire, effectivement, on a dans les cartons des procédures, s'il n'y a pas de jus pendant 2-3 jours ou une semaine, voilà comment ça se passe, effectivement. Et puis c'est aussi, si vous êtes cyberattaqué en même temps, voilà comment ça se passe. Donc on a des scénarios un peu noir foncé, si vous voulez, pour préparer tout le monde. Et après, on essaye d'anticiper, quand on voit les cartes météo arriver, pour l'exemple des tempêtes, si oui ou non, on a un monstre devant nous ou quelque chose qui paraît gérable. Pour les événements de fin de semaine, début d'année de semaine prochaine, normalement, on est dans les clous de tempêtes d'hiver un peu conformes. Il faut être un peu vigilant, mais normalement, ça devrait bien se passer. En revanche, j'ai l'œil un peu plus braqué sur les précipitations et sur le possible déclenchement de phénomènes d'inondation plus à l'intérieur des terres, s'il continue de pleuvoir comme il pleut depuis un bon moment, pendant quelques semaines encore. Voilà. Là, par contre, on va changer de catégorie. Oui, parce que là, donc, ce vendredi, on a toujours 6 départements qui sont toujours en vigilance orange, la Corse du Sud, la Haute-Corse, la Gironde, les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, le Pas-de-Calais. Les recommandations, elles fonctionnent mieux, hein, si on comprend bien. Combien de clients ont été sérieusement touchés et est-ce qu'il y a des industries plus particulières qui ont été visées? Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans cette affaire, c'est que les entreprises sont dépendantes des infrastructures. Donc s'il y a du vent et de l'eau dans la rue, mais que les infrastructures fonctionnent, typiquement l'énergie, les transports, etc., alors les dégâts en général sont très faibles, ramenés au bas de bilan d'une entreprise. En revanche, s'il n'y a plus de courant pendant 3 semaines, là c'est une autre paire de manches, il faut envoyer tout le monde en télétravail et s'éloigner le temps de... Mais là, c'est pas le cas. Essayer de... Oui, voilà, donc c'est pas le cas du tout. Donc normalement, ça ne va pas nous engager très, très loin dans les perturbations d'entreprise. Mais ce qui veut dire, Vincent, que votre boulot, Vincent, c'est en partie de comprendre si ça fonctionne bien chez Enedis et de savoir quelle est sa capacité à répondre aux problèmes. Absolument. Et évidemment, nous, on est très intéressés à avoir les scénarios à l'avance. C'est-à-dire typiquement sur un phénomène d'une inondation géante à Paris, on aimerait bien savoir de la part des grands opérateurs et surtout les électriciens combien de temps ça va durer si l'eau monte un peu et combien de temps ça va durer si l'eau monte beaucoup. Ça, c'est nouveau maroc parce que c'est des scénarios qui ne sont pas connus. Ils ne sont pas connus parce qu'ils sont interdits d'accès. Oui. Ouais, ils sont secret défense et donc les entreprises ont un mal de chien à se préparer aux scénarios climatiques majeurs. On marche un peu sur la tête avec cette affaire-là. Et donc, c'est très compliqué, nous, après, en aval, de dire attention, si ça monte vraiment sur Paris, c'est une affaire à 2-3 mois, ou si ça monte de manière catastrophique, c'est une affaire à 2-3 ans. Et on comprend bien qu'un chef d'entreprise, il a besoin de savoir ça pour s'organiser, redéfinir sa stratégie d'implantation, piloter le télétravail qui va être épouvantable parce que tout le monde va partir en région d'un seul coup, peut-être pour jamais revenir au passage. Pourquoi c'est secret ? Parce que historiquement, le SDGSN, enfin le SGDN à l'époque, à de base, qui est un instrument de défense placé auprès du Premier ministre, a classifié défense l'ensemble des plans. Vous savez, les plans éperviers, les plans Polmar, les plans tout ça, c'est eux qui font ça. Et donc, les grands plans de défense et de sécurité du pays sont de base classifiés.
sauf que le monde a un peu changé et que maintenant les entreprises sont beaucoup plus dépendantes des infrastructures qu'avant. En 1910, pour la faire courte, en 1910 à Paris, quand ça a débordé, dans les caves, il y avait des patates et du charbon. Aujourd'hui, dans les caves des entreprises, il y a des data centers. Donc le monde a changé et évidemment, on a besoin de savoir en gros comment ça va se passer. Vous échangez régulièrement à ce sujet avec les autorités, avec l'Élysée d'ailleurs. Est-ce que vous avez l'impression que ça avance, qu'il y a du dialogue ou que tout est vraiment fermé ? Oui, alors avec l'Élysée, donc c'est un échange de courrier, mais c'est sur un sujet cyber, donc il n'y a rien à voir avec ça. Mais oui. Alors moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer le ministre Christophe Béchu il y a peu de temps sur l'affaire de la circulation des informations pour Paris. Donc évidemment, ils sont intéressés, ils comprennent pas. Il y en a plein qui savent pas. Donc on essaye d'avancer, mais maintenant, je pense qu'il faudrait que quelqu'un s'en occupe vraiment au niveau chez Elisabeth Borne pour mettre le sujet sur la table en écoutant les acteurs du public, bien sûr, et les acteurs du privé, et essayer de trouver une déclassification partielle, je dis bien partielle, on n'a pas besoin de tout, pour que les entreprises puissent se préparer aux grands chocs climatiques et aux grandes catastrophes naturelles qui sont devant nous. De quelle aide est aujourd'hui l'intelligence artificielle ? On reçoit régulièrement sur ce plateau Maurice Ndiaye de Descartes & Moss. Lui, il travaille essentiellement avec de l'intelligence artificielle pour faire tous les scénarios de risque possibles pour une entreprise. C'est un concurrent ou c'est complémentaire ? Alors, c'est sans doute complémentaire, mais on a encore un tout petit peu de marge. Je me suis amusé à tester avec les outils que tout le monde connaît, comment se préparer à une crue majeure Paris, etc. Donc ça ne donne pas des résultats complètement pertinents. Cela dit, ça peut être une aide à la rédaction et une aide pour convaincre, mais pour l'instant, on préfère se référer à l'intelligence naturelle, du moins dans les temps prochains, et puis on verra comment ça s'intègre. En revanche, chaque fois qu'il faut brasser beaucoup de data, là, par contre, ça peut être extrêmement intéressant. Et oui, alors je vous donne un exemple simple. Si la crue déborde à Paris, on sait que tous ceux qui sont en situation de télétravail vont partir pendant très longtemps un peu partout en région. Pour essayer d'anticiper les migrations et voir comment ça va se passer, sans doute les opérateurs de télécom ont dans leurs data, en se référant aux migrations des numéros de téléphone pendant l'été, par exemple, on sait où ces gens-là vont en vacances, on doit pouvoir brasser les data pour savoir faire un modèle prévisionnel pour connaître où vos collaborateurs, les collaborateurs des entreprises, vont s'implanter pendant des mois avant d'essayer, je dis bien essayer, de les faire revenir. Donc là, sur le big data, il y a des choses à faire sans doute. Merci beaucoup Vincent Balouet d'avoir été avec nous, fondateur de Maîtrise des crises.